vous allez avoir un phénomène de moisissure qui se fait. On a vu après janvier 2018, beaucoup de gens hospitalisés parce qu'ils avaient mal à la tête. Parce qu'en fait, ils étaient allés nettoyer chez eux, sans masque, sans gants de protection. Ça, c'est déjà compliqué quand vous voyez ce schéma-là. En réalité, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, alors, c'est bon, c'est que sous ces fleuves et ces rivières, vous avez des nappes. Et que ces nappes, eh bien, elles suivent la crue, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre en eau, elles vont se charger en eau et elles vont remonter quand vous avez des inondations. Des crues, pardon. Et elles vont réagir de façon décalée par rapport à ce qui se passe avec le fleuve ou la rivière. Sauf que le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de construire en sous-sol. Pourquoi? Parce que le foncier est moins cher, et justement, on profite, quand vous avez des terrains très contraints, c'est quand même intéressant. Et puis parce que pour un certain nombre d'infrastructures, construire en sous-sol, ça veut dire avoir de la sécurité. Donc on préfère mettre en sous-sol des choses qui sont des PC de sécurité, par exemple, des centres opérationnels de crise. Sauf que quand vous construisez dans les sous-sols, alors à Paris, on a 8 étages enterrés sous le pied des Parisiens. 8 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une ville de 8 étages sous les pieds des gens. Et bien quand vous construisez dans des sous-sols, vous empêchez l'eau de circuler. Alors en plus, à Paris, il n'y a pas que la nappe, il y a aussi des bras morts de la Seine qui vont se remettre en eau. Enfin, il y a un ensemble de circulations souterraines qu'en réalité, on connaît très très mal. On les connaît très mal parce qu'on a une idée assez imprécise de ce qui se passe dans les sous-sols. Parce que ça a beaucoup été construit, parce que certaines parties du sous-sol relèvent du droit privé, et qu'on ne sait pas exactement ce que les gens ont fait. Donc on se retrouve avec des constructions. Alors je donne un exemple que vous connaissez tous, le Louvre. Quand vous regardez les photos de 1910, et aujourd'hui, il y a un truc qui a changé, c'est la pyramide, et ce qu'on a construit en dessous. Sauf que quand vous mettez des choses dans les sous-sols, bien l'eau, elle va... Alors il y a deux façons. Soit elle s'infiltre et elle va inonder le souterrain, soit elle contourne. Et ça, c'est très problématique. Parce que la pression exercée par l'eau, notamment sur les fondations, va créer des risques d'effondrement, va créer des déstabilisations des bâtiments. Et puis surtout, c'est le troisième problème, c'est que dans ces sous-sols, on a mis des tuyaux. Et ces tuyaux, ils forment un réseau hydrographique complètement artificiel, comme des fleuves et des rivières, mais en dessous, qui vont permettre à l'eau de se propager. Alors comment ça se passe? Vous avez d'abord de l'eau qui arrive par la surface. Quand vous avez des égouts ou des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, eh bien l'eau rentre dans les égouts. Quand vous avez de l'eau d'inondation, à l'entrée de l'égout, on ne va pas demander la carte d'identité de l'eau, elle rentre. Donc ça rentre dans l'égout. Et ça se propage. Puis il faut bien que ça ressorte à un moment donné. Donc ça peut ressortir, et parfois très loin. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Île-de-France, c'est par exemple de mesurer les résurgences d'assainissement. On ne sait pas jusqu'où ça remonte, mais ça peut aller très très loin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tranquillement dans un territoire qui n'est pas en zone inondable, qui vont voir ressortir de l'égout. Or, quand vous avez une résurgence d'assainissement, il faut évacuer pour des raisons sanitaires. Sans compter quand ça arrive dans votre logement. Je vous invite tous à vérifier que vous avez des clapets anti-retour sur vos toilettes. Ça coûte 30 €, ça se pose très facilement, et ça évite bien des déconvenues quand on a une inondation, parce qu'en plus l'assurance est obligatoire. Donc l'assurance risque de ne pas rembourser, et quand vous avez une résurgence dans les toilettes de l'assainissement, c'est très très compliqué. Donc vous avez de l'eau qui arrive de la surface, qui rentre dans les tuyaux. Mais vous avez aussi de l'eau des sous-sols, qui rentre dans les tuyaux. Prenez l'exemple du métro, l'ensemble des bouches d'aération par exemple, eh bien ce sont des points d'entrée dans le réseau. Imaginez qu'un tunnel s'effondre, ça rentre. On a un cas d'école, c'est 1910, quand vous regardez les photos de la gare Saint-Lazare en 1910, il y a 2 mètres d'eau cours de Rome. Franchement, c'est à plus d'1 kilomètre de la Seine, et il n'y a aucune raison que ça soit là. L'eau en fait elle est rentrée par un des tunnels du métro qui était en construction à l'époque, elle est ressortie. Ce qui veut dire que vous avez de l'eau en surface, de l'eau en sous-sol et de l'eau dans ces réseaux qui va circuler comme si vous aviez des rivières souterraines. Ce qui veut dire d'emblée que l'idée qu'on a de l'inondation de surface, elle est très imparfaite. En réalité, vous pouvez très bien habiter dans une zone qui n'apparaît pas sur la carte parce qu'on a regardé ce qui se passait en surface et être effectivement inondé par les sous-sols.
et parfois très loin du point d'impact initial de l'inondation de la zone inondée. Donc ce qui veut dire d'emblée qu'on a déjà des endroits qui sont pas dans le viseur des autorités. Et puis, le problème c'est que dans ces sous-sols, je vous l'ai dit, on a mis tout ce qui permettait la vie quotidienne. Tous les réseaux, qu'on appelle les réseaux critiques, les réseaux techniques, l'eau, l'assainissement, les transports, l'électricité, le téléphone. Alors vous voyez, là c'est une coupe de Paris, hein. C'est pas comme ça partout, mais dans tous les territoires aujourd'hui urbanisés, vous avez ces réseaux qui sont en sous-sol. Le problème, c'est que si vous les inondez, ils s'arrêtent. Mais si vous voulez les protéger, il faut aussi les arrêter. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, cette crue va provoquer des inondations qui vont en fait entraîner une panne généralisée. C'est-à-dire que ce n'est pas un risque naturel qui nous attend, c'est un risque technologique. C'est une grande panne de tout ce qui fait notre vie quotidienne. Et ça, c'est compliqué à se figurer, parce que du coup, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau en surface pour être impacté. Il peut n'y avoir pas une goutte d'eau dans les rues et tout s'arrête. Ce qui veut dire aussi que derrière, alors là, donc il faut les faire défiler un peu vite, hein. Là, je vous montre juste le centre de l'agglomération et vous allez comprendre. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est l'inondation de surface. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les inondations de caves en 1910. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement si ça sera la même chose, mais sachez que quand votre cave est inondée, il n'y a plus d'électricité. Et sachez qu'autour de ces zones jaunes, il y a des zones de fragilité électrique, soit parce qu'il faut couper pour des raisons de sécurité, soit parce qu'on va devoir délester. Ça, c'est le métro tel qu'il est prévu d'être coupé. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez en rouge, je ne sais pas si vous dire c'est le métro ou l'absence de métro parisien. Vous rajoutez les routes, les ponts, les tunnels, vous commencez à voir que ça va devenir un petit peu compliqué quand même de circuler. Hein. Vous rajoutez derrière tout ce qui est stations d'épuration qui vont devoir être arrêtées. Ça fait déjà un certain nombre de choses qui tombent. Sauf que derrière, tous ces réseaux, ils sont dépendants les uns des autres. Ce qui veut dire que pour fonctionner, le métro a besoin d'électricité. Mais pour que le métro fonctionne, il faut que les conducteurs de métro aillent travailler, donc ils ont besoin, par exemple, de prendre leur voiture. Pour que la voiture marche, il faut mettre de l'essence dedans. Pour que vous puissiez aller travailler, pour ceux qui ont encore cette question-là, il faut que les enfants soient gardés. Et pour que les enfants soient gardés, il faut que les enseignants puissent, ou au moins les adultes, puissent venir à l'école. Mais il faut aussi que la cantine soit assurée. Il faut aussi que les sanitaires soient nettoyés. Et donc en fait, vous vous rendez compte que peu à peu, eh bien, tout s'effondre parce que simplement les gens ne peuvent plus soit vivre dans leur vie quotidienne, parce que je vous le répète, on est en hiver, que rester sans électricité pendant plusieurs jours, c'est très compliqué, que rester sans assainissement pendant plus de 24 heures, c'est pas possible, 48 heures maximum, que si vous faites éteignez le courant chez vous, hein, vous coupez le courant, alors, je ne sais peut-être pas, mais dans le cœur de l'agglomération, il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de congélateur, il n'y a plus d'eau dans les étages, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de moyen de charger le portable. Quand vous allez dans la rue, il n'y a plus d'enseigne lumineuse, il n'y a plus de réverbère, il n'y a plus de feu de signalisation. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout s'arrête. Et quand vous regardez dans les projections qu'on a fait, le nombre de personnes concernées, c'est entre 2,5 millions et 5 millions de personnes qui subiront les impacts de cette inondation. Alors que quand vous regardez le nombre de personnes en zone inondable, on est sur du 800-900 000. Ça signifie que des gens qui ne verront pas une goutte d'eau subiront les conséquences de l'inondation, soit directement, par exemple par du chômage technique, soit indirectement, vous êtes un producteur, vous êtes un artisan, vous êtes quelqu'un qui dépend soit des fournisseurs, soit des clients, et bien ça s'arrête. Et donc en fait vous avez un gigantesque effet domino qui fait que vous avez une paralysie. Et qui fait que quand on vous explique qu'on se focalise sur Paris et le cœur, en fait c'est pas sur le cœur et Paris, c'est que tout dépend de ça parce que nous vivons dans un pays encore hyper centralisé et qu'à un moment donné, eh bien, on passe par Paris. Je vous donne un exemple très concret. Vous prenez 2 exemples concrets. Rungis. Quand vous habitez à Cavaillon et que vous achetez des melons, certains ils passent encore par Rungis parce que c'est très pratique. Vous voyez, on a des trucs,
on fait remonter pour redescendre. Aujourd'hui, c'est une plaque tournante nationale. C'est pas inondable. Mais s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus d'essence, s'il n'y a plus de route, ça ne marche pas. Le quartier de la Défense n'est pas en zone inondable. C'est des tours, on est obligé de les évacuer parce qu'il n'y a plus de climatisation, plus de chauffage, plus de sécurité. De toute façon, il n'y a plus de RERA, il n'y a plus de ligne 1, il n'y a plus de route pour venir. Les gens qui viennent faire le ménage, ils ne sont pas là. Les gens qui viennent s'occuper de la cantine, ils ne sont pas là. Ben, la Défense tombe. La Défense est le premier quartier d'affaires français. Donc ça veut dire derrière que si les acteurs de ces institutions ne se préparent pas, pour un risque, je vous l'ai dit, hein, c'est une chance sur 100, madame, vous savez, ça n'arrivera pas. Et bien derrière, on court à la catastrophe.